Bonjour à tous, dans cette vidéo nous sommes toujours dans la problématique de l'ajustement linéaire en statistique à deux variables. On a vu précédemment la méthode de Mayer qui consistait à diviser le nuage de points en deux et à calculer deux points moyens. Ici on va s'intéresser à la méthode des moindres carrés, mais avant cela nous avons ici une vidéo sur les paramètres statistiques qui peuvent être intéressants pour nous parce que cette nouvelle méthode va se baser sur des paramètres. Ces paramètres sont les moyennes, écart-type, variance et la covariance qui est spécifique des statistiques ici à deux variables. Les paramètres dont on a besoin, je vais les exprimer ici par des formules. Donc pour les moyennes, nous avons la possibilité de calculer la moyenne de x en additionnant les valeurs x et en divisant par le nombre de valeurs. Idem pour y, bien sûr. Nous sommes en double variable, donc on aura des doubles formules. Alors, je n'ai pas ici inclus d'effectifs de moyenne pondérée, je donne des formules simplifiées dans le cas où on a simplement une liste de couples XY, chaque couple représentant un individu. Bon, bien entendu, ces moyennes sont à pondérer lorsqu'on a des tableaux croisés, des tableaux d'effectifs. Les variances, je les donnerai ici par les formules de Koenig qui représentent comment dire, une bonne simplification du calcul de la variance et qui seront en rapport avec ce que la calculatrice peut nous donner. Donc on va voir ça, justement, c'est l'objectif de cette vidéo. Somme des xi carré sur n moins x bar carré, ça signifie en fait calculer la moyenne des xi carré et retrancher à ça le carré de la moyenne des xi. Ce qui n'est pas la même chose. La différence n'est pas nulle, sauf cas très particulier bien sûr, et en tout cas la différence est toujours positive. Idem pour y, comme cette différence est toujours positive, cette variance, on a toujours l'occasion de calculer une racine carrée de cette variance qui s'appelle l'écart-type, représenté par la lettre grecque sigma. Cet écart-type, il exprime à sa manière, sous la forme d'une moyenne quadratique, la distance moyenne à laquelle les différentes valeurs xi tournent autour de leur moyenne x bar. Voilà, même chose pour y. Jusqu'à présent, nous avons des paramètres statistiques très classiques, moyenne écart-type, mais qui sont calculés sur x et y séparément. Bien sûr, on s'intéresse aussi à la corrélation entre x et y, donc à la façon dont les valeurs de x et les valeurs de y évoluent conjointement. Et donc on a un paramètre statistique qui va mêler les valeurs de x et de y qui s'appelle la covariance. Donc c'est une espèce de mélange des formules des deux variances, où cette fois-ci, plutôt que de dire x carré ou y carré, on va dire x fois y, et idem pour le produit des moyennes à la fin. Cette covariance, c'est un paramètre intermédiaire en statistique à deux variables dans la mesure où on peut l'interpréter un petit peu tel quel. Il a une signification qui va être intéressante pour nous, mais aussi ce paramètre va permettre d'en calculer d'autres derrière. Par exemple, dans la méthode des moindres carrés, c'est directement relié à la pente, donc au coefficient directeur de la future droite. Et puis avec la covariance, on peut aussi calculer le coefficient de corrélation linéaire. Regardons maintenant en parallèle ce que la calculatrice peut nous donner en mode statistique. Sur une calculatrice, vous saisissez vos données XY, éventuellement des effectifs dans une troisième liste si on a affaire à un tableau croisé, on verra ce cas de figure. Au niveau d'une Casio, on ira dans set pour lui indiquer où sont les données. Au niveau d'une TI, c'est lors de la demande en stade de var qu'on lui indique où sont les données. Bon, on verra ça de manière un tout petit peu plus détaillée dans la prochaine diapo. À partir du moment où on a demandé ça à notre calculatrice, donc lorsqu'on sélectionne deux var, on a ces résultats-là qui vont s'afficher. On reconnaît là-dedans les moyennes, x bar, y bar, les écarts types, sigma x, sigma y, mais on constate que la calculette ne nous donne pas de variance, ni la covariance. Donc ça sera à nous de terminer le calcul via les formules que l'on a au-dessus. Et on s'aperçoit quand même, c'est une bonne nouvelle, que la calculette nous a dispensé de calculer nous-mêmes les sommes à la main. On a besoin, par exemple, pour calculer une moyenne, de la somme des xi. Bon, la calculette nous l'a calculé. Bien entendu, si on a entré des effectifs dans la calculette, la calculatrice va nous calculer la somme des ni xi. Elle va toujours la noter somme x pour gagner de la place, mais ça sera bien la somme des ni xi, celle dont on a besoin dans une moyenne. Après ça, elle nous donne la somme des x carrés, ou la somme des ni xi carrés. C'est ce dont on a besoin pour une variance. Donc la calculatrice a mis les valeurs au carré, elle en a fait la somme. Et puis tout à la fin, elle nous calcule la somme des xi, yi qui intervient dans le calcul de la covariance.
Donc on comprendra bien qu'on pourra reprendre directement ces calculs intermédiaires réalisés par la calculatrice pour finir l'application des formules. Regardons ça sur un exemple. On va se placer sur une série simple, ici une série liste avec un petit tableau. On reprend notre exemple engrais-récolte qui nous avait servi pour une droite de Mayer. Ici, on va simplement entrer les données dans la calculatrice et en extraire des résultats. Alors, ça signifie que on va prendre pour X l'engrais et pour Y la quantité récoltée. Sur une Casio, vous allez dans le menu Stat, vous éditez vos listes, donc ça veut dire que vous complétez la liste 1 et la liste 2. Ensuite, vous allez dans Calc 7, vous faites vos réglages en disant bien qu'en stat à deux variables, les X sont en liste 1, les Y sont en liste 2, et que dans ce tableau-là en particulier, il n'y a pas de FREC. Je rappelle que FREC, frequency en anglais, ça signifie aussi bien effectif que fréquence. Et donc le plus souvent pour nous, la calculette nous demande s'il y a des effectifs quelque part. Donc ici, il n'y en a pas. Donc pour une Casio, on met 1, un choix à l'écran qui a une logique, hein, c'est-à-dire que si on avait rajouté une troisième colonne ici avec des fréquences, c'est-à-dire des nombres d'individus correspondants, eh bien chaque couple XY correspond ici à un individu, donc on aurait dû mettre 1 partout. Donc on le dit à la Casio. On ressort et on demande des résultats. Pour une TI, on appuie sur la touche Stat, on choisit Edit. Alors sur la plupart des TI, sur la TI 83, ça sera plutôt modifié. Voilà, donc tout simplement pour aller saisir les listes. Ensuite, une fois que c'est saisi, dans Stat Calc, on choisit Stat de var, bien entendu. Pour les anciens modèles de TI, il faut écrire L1, L2 derrière Stat de var. Pour les nouveaux modèles, donc les plus récents et surtout les plus nombreux actuellement, une page apparaît où on nous demande, alors plutôt sous l'appellation xlist, ylist et freclist, on lui donne les listes correspondantes. Les x sont en liste 1, les y sont en liste 2 et il n'y a pas de liste de fréquence. Alors vous voyez hein, la différence entre Casio et TI. Sur une Casio il faut mettre 1 et sur la TI on ne met rien du tout. On valide et on obtient des résultats qui sont ceux-ci. Donc la calculette vous affiche ça. Elle note bien sûr X bar pour la moyenne et Y bar pour la moyenne de Y. Moi, je les note E de X et E de Y pour vous rappeler qu'une moyenne peut être notée de deux manières différentes. En statistique, que ce soit en statistique pure ou en lien avec les probabilités, on aura la notation E de X, E de Y. Bon, vous devez obtenir ces résultats-là. Et par exemple, pour calculer une moyenne, on n'aurait qu'à prendre la somme des x, 670, et à diviser par le nombre de valeurs, donc 5, et on retrouverait bien sûr 134, chose qu'on ne va pas faire puisque la moyenne elle-même est donnée. Par contre, pour une variance, dont la formule est somme des xi carré sur n moins x bar carré, eh bien on va prendre directement somme des x carré ici, 101 700, et donc je vais afficher le calcul, divisé par 5 moins 134 au carré. Donc surtout, ne prenez pas la somme des x 670 que vous mettriez au carré pour appliquer le calcul de la variance, ça ne fonctionne pas. La somme des x, le tout au carré, n'est pas égale à la somme des x carrés. Donc prenez bien pour les besoins d'une formule la notation qui correspond exactement sur la calculatrice. On calcule la variance de x. Si je calculais la racine carrée de ce résultat de 1384, j'obtiendrais l'écart type, qui a d'ailleurs été calculé grâce à cette formule par la calculette, 48,826, et idem pour y. Bon, reste la covariance, qui est la somme des xi, yi, donc ici 30 900 sur n, 5, moins x bar fois y bar, résultat 203,6. Alors la valeur même de la covariance ne nous dit pas grand-chose. Hein, ça n'est pas associé à des mesures en x ou des mesures en y, c'est plutôt un mélange. Donc ça nous servira à calculer d'autres choses en statistique. Par contre, ce qu'on peut interpréter sur la covariance, c'est le signe. La covariance peut être aussi bien positive que négative, ça dépend des cas de figure et des données qui sont présentes dans le tableau de départ. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'existe pas de co-écart type qui serait défini comme la racine carrée de la covariance. Non, ici c'est impossible. On verra dans le prochain exemple d'ailleurs que la covariance sera négative. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce signe, il faut le concevoir comme le signe d'une dérivée. D'accord? On peut faire un parallèle avec les fonctions. Le lien il est assez ténu entre les fonctions et les statistiques, mais quand même. Si on a la courbe d'une fonction, ou si on a un nuage de points, on a deux objets différents, mais qui montrent quand même une tendance
à la hausse ou à la baisse. Et en fait, une covariance positive signifie que notre nuage de points va nous montrer une tendance à la hausse. C'est-à-dire que plus les valeurs de x sont grandes, et plus les valeurs de y trouvées dans le tableau ont tendance à être grandes, ce qui se vérifie si on regarde bien le tableau. Une covariance négative révélerait le contraire. Avec des valeurs de x plus grandes, on aurait tendance à trouver des valeurs de y plus petites. Donc on a une tendance globale à la croissance ou à la décroissance de y en fonction de x. Et ça s'associe donc au signe de la covariance. Regardons maintenant un deuxième exemple, parce que les données issues d'un tableau venant d'un énoncé peuvent être données très gentiment sous forme de liste, donc directement applicable dans la calculatrice, ou alors sous forme d'un tableau de contingence, un tableau croisé, que les calculatrices ne peuvent pas comprendre. Donc il va falloir qu'on soit capable de décroiser ce type de tableau pour la calculatrice. Alors ici, nous avons interrogé un certain nombre de personnes, les effectifs apparaissent sur fond vert, sur leur âge, variable x, et le nombre de fois où ils sont sortis au cinéma dans les 12 derniers mois. Donc les gens avaient le choix entre répondre aucune fois, ou 1 à 11, 12 à 23, ou au moins 24. Les gens ont répondu, on a classé donc leurs réponses dans des catégories, on appellera ça donc des classes, aussi bien dans des classes d'âge que des classes de réponses en nombre de sorties au cinéma. Et à chaque croisement d'une classe de X avec une classe de Y, on va trouver plusieurs individus. Comment renseigner la calculatrice là-dessus? Il y a trois types d'informations cette fois-ci, des valeurs de X, des valeurs de Y et des effectifs. Donc les fameux FREC pour une calculatrice. Il faut donc trois listes dans la calculatrice. Donc on va déplier ou décroiser ce tableau dans trois listes. Dans, on va dire la troisième, commençons par celle-ci, on va mettre les effectifs et puis on va conserver les listes 1 et 2 pour X et Y. Tous les effectifs sont des informations de même nature et doivent apparaître dans une seule liste dans la calculatrice. À vous de voir dans quel ordre vous avez envie de les inscrire. Donc c'est au choix. Ici, je vais décider de les inscrire par colonne dans le tableau. Donc je vais inscrire 4, 10, 13, 6. En dessous, 6, 16, 8, 3. Et enfin, 13, 15, 4, 2. Dans les listes 1 et 2 maintenant, doivent se trouver les bonnes valeurs de x et de y qui correspondent à chaque effectif présent en liste 3. Par exemple, pour les 4 personnes qui sont là, eh bien, les âges sont la tranche 15-25 ans et le nombre de sorties au cinéma, c'est 0. Donc dans la première ligne, je dois avoir ces informations-là. Et on doit faire ça pour toutes les lignes. Alors on va s'organiser d'une manière un petit peu plus automatisée ici. D'abord, on a affaire à des tranches, à des classes, d'accord? Donc il faut citer pour la calculatrice les centres des classes. Pour 15-25, on va dire 20. Pour 25-50, on dira 37,5. C'est la moyenne de 25 et 50. Pour 50 et plus, on est ennuyé. Si vous avez un document d'exercice sous les yeux, vous constaterez qu'on nous dit prenez 60. Bon, ok, donc on prendra 60. Je constate qu'en liste 3, j'ai inscrit les valeurs 4, 10, 13, 6, donc j'ai fonctionné par colonne dans le tableau de gauche. Pour les 4 premières valeurs, eh bien j'ai des gens de même âge. Et donc je vais citer 4 fois la valeur 20. Pour les 4 suivantes, je dois citer 4 fois la valeur 37,5. Et pour les 4 dernières, 4 fois la valeur 60. Donc voilà ce qui doit être inscrit en liste 1. Pour la liste 2, c'est différent, ça va s'ordonner autrement. D'abord, quelles sont les valeurs à placer? 0, 1 à 11, la moyenne vaut 6, 11 plus 1 divisé par 2, 12 à 23, 23 plus 12 divisé par 2, 17,5. Et pour supérieur ou égal à 24, l'énoncé nous dira prenez 36, par exemple. Donc je récapitule, 0, 6, 17,5, 36. Ça correspond aux valeurs 4, 10, 13, 6. Donc pour l'enchaînement des différentes lignes ici sur la liste 2, je veux voir les 4 valeurs de y apparaître. Et puis en dessous, 6, 16, 8, 3, on reprend les 4 mêmes valeurs de y. Et idem pour la troisième colonne du tableau. Donc les valeurs en liste 2 doivent s'enchaîner de cette façon-là, de telle sorte que finalement, pour chaque ligne qu'on peut lire ici en couleur, on a le bon couple XY en face du bon nombre d'individus. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à votre calculatrice? Eh bien, sur une Casio dans 7, vous lui dites bien que 2 var x,
donc en liste 1, les x en stata de variables en liste 1, les y en liste 2, et 2 varfrec cette fois-ci, oui, il y en a, et en liste 3. Donc on se sert de cette troisième information de varfrec lorsqu'on avait un tableau croisé au départ et que l'on a dû le décroiser. Sur les TI, évidemment, on renseignera les choses de la même façon. Et donc, vous allez pouvoir, si vous manipulez votre calculatrice correctement, avoir les résultats suivants. Les moyennes, données tout en haut, en X et en Y, les différentes sommes, les écarts types, 16 422, 10 83, etc. Regardons un tout petit peu ce que la calculatrice a dû faire, par exemple, pour donner la moyenne des X. La moyenne d'âge des personnes interrogées, alors on voit avec petit n égale 100, il y a un total de 100 personnes ici, la moyenne d'âge est 39,375. Comment la calculatrice s'y est-elle prise? Eh bien, elle a calculé la somme des NI XI en divisant par n. Qu'est-ce que c'est la somme des NI XI? C'est 4 fois 20, plus 10 fois 20, plus 13 fois 20, plus 6 fois 20, plus 6 fois 37,5, etc., etc. Bref, elle a additionné les âges de tout le monde. Et le résultat se trouve dans SOMMX. 3937,5 années, c'est la somme des âges des 100 personnes. Donc redivisé par 100, moyenne d'âge 39,375. Vous-même, si vous aviez eu à faire à la main le calcul de l'âge moyen des personnes interrogées, vous auriez pu prendre un petit raccourci en disant combien de personnes ont 20 ans? Dans cette étude, 4 plus 10 plus 13 plus 6. Donc 14 plus 13, 27, plus 6, 33. Et puis, combien de personnes ont 37 ans et demi? Le total de cette colonne, 33 encore. Et puis, combien de personnes ont 60 ans? Le total de cette colonne, 34. Donc, vous auriez calculé 33 fois 20, plus 33 fois 37,5, plus 34 fois 60, le tout divisé par 100. Résultat, évidemment, 39,375. E de Y aurait été calculé de la même façon, mais en fonctionnant en ligne, cette fois-ci. Donc, vous avez un sous-total de chaque ligne qui va être intéressant pour vous occuper des valeurs Y et donc de la moyenne de Y. Voilà, donc on peut évidemment enchaîner sur le calcul des variances et de la covariance avec les mêmes formules que tout à l'heure en utilisant ces formules de la même façon grâce aux résultats de la calculette. La variance de X, 269, la variance de Y, 117,35, et puis la covariance de XY, où on aura ici moins 56,15. Petite remarque au préalable, ce que je n'ai pas dit auparavant, lorsque vous calculez des variances et une covariance, soyez précis dans vos calculs, ne négligez pas l'emploi des décimales. Et si jamais dans les résultats des moyennes, par exemple, il y avait encore plus de décimales, eh bien prenez-en le maximum. La raison est que lorsqu'on calcule une variance ou une covariance, eh bien dans la grande majorité des cas, l'immense majorité, les valeurs que l'on retranche dans la formule sont très proches l'une de l'autre. Et ce qu'on veut calculer, c'est la différence. Donc si vous êtes un peu imprécis dans le calcul d'une des deux valeurs, très proches l'une de l'autre, vous allez faire une grosse erreur sur la différence à l'arrivée. Donc soyez très précis dans ces calculs-là. Dernière remarque, la covariance ici est négative. Ça veut dire qu'on a une relation globale de décroissance entre x et y. Si x augmente, y a tendance à diminuer. Si x diminue, y a tendance à augmenter. Ici, regardons un petit peu ce qui se passe dans la distribution d'effectifs du tableau croisé. Si x augmente, ça veut dire pour des personnes interrogées un peu plus âgées, eh bien on a tendance à voir des valeurs de y plus faibles majoritairement. Attention, c'est une tendance globale, ça n'est pas vrai pour tous les individus. Donc effectivement, on constate que pour les 50 et plus, on a une majorité de réponses sur aucune sortie au cinéma ou 1 à 11, alors que chez les 15-25 ans, la majorité est sur 12 à 23, avec pas mal de valeurs aussi sur 1 à 11 et sur supérieur ou égal à 24. Donc on a un glissement en majorité des individus vers le haut et la droite du tableau. Donc plus l'âge avance et plus Y a tendance à diminuer. Évidemment, ça n'est pas vrai pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a aussi des exceptions. Il y a des jeunes de 15-25 ans qui ne sont jamais sortis au cinéma, et il y a des gens de 50 ans et plus qui sont allés au moins 24 fois au cinéma. Mais ça correspond à de petits effectifs comparés à la majorité qui nous montre l'orientation générale, d'où la covariance négative. Voilà, je vous laisse là-dessus sur cette vidéo. Sur la prochaine, on parle de la méthode des moindres carrés et de la droite correspondante. À très bientôt, au revoir.